Bonjour tout le monde et bienvenue à ce colloque. Mon nom est Raed El Ferjani, je suis agent d'échange de connaissances et de mobilisation autochtone au Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts, et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole à mon collègue Régent Lebrun, directeur de recherche, qui va présenter le conférencier, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est déjà fait. Pour activer la boîte de clavardage, cliquez sur l'icône bulle en bas à votre droite. La période de questions se fera à la fin de la présentation et le webinaire est enregistré. Je laisse donc la parole à Régent. Merci, Raed. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Régent Lebrun. Je suis directeur de recherche à la division dynamique des écosystèmes du Centre de foresterie des Laurentides au Service canadien des forêts. Bienvenue à ce 6e webinaire de la saison 2024-25 des colloques du CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule L'aménagement forestier dans un contexte de changement climatique. Comment la recherche peut-elle contribuer? C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Mathieu Bouchard. Mathieu Bouchard est professeur à l'Université Laval. Après avoir réalisé un baccalauréat en aménagement et environnement forestier à l'Université Laval, il a complété un doctorat en écologie forestière à l'UQAM. Il a par la suite travaillé pendant 12 ans au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le gouvernement du Québec, d'abord à la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier, puis au service de la gestion des feux à la direction de la protection des forêts, et enfin chercheur en écologie forestière à la direction de la recherche forestière. Depuis 2021, il est professeur en aménagement forestier à l'Université Laval, où ses projets de recherche touchent plus particulièrement les perturbations naturelles, la dynamique forestière, l'effet des pratiques forestières sur la biodiversité et la planification forestière. Donc, sans plus tarder, je voudrais laisser la place à Mathieu pour cette présentation et je vous souhaite un bon colloque. Merci. Merci beaucoup. Merci Ed, merci aussi à Régent. Je vais commencer un peu avec un plan là, de la présentation que je vais faire. Je vais commencer par parler un petit peu de la foresterie un peu plus classique là, qu'on enseigne à l'université aux étudiants qui vont être éventuellement ingénieurs forestiers. Donc, ça va nous placer un peu le contexte en termes de foresterie, d'aménagement forestier un peu plus traditionnel là, au Québec ou classique, là. Par la suite, je vais parler des perturbations naturelles et des changements climatiques, donc d'essayer de voir un peu comment on peut arriver ou non à intégrer ce genre d'éléments-là dans les outils de planification qu'on utilise normalement là, en termes d'aménagement forestier. Puis je vais revenir un petit peu là-dessus à la fin du cours. Donc l'idée, c'est un peu de voir est-ce qu'il faut vraiment euh, prendre les outils de planification qui existent jusqu'à maintenant puis les jeter à la poubelle pour remplacer par quelque chose qui serait vraiment mieux adapté au changement climatique ou on serait pas mieux d'essayer d'insérer des éléments dans notre planification avec laquelle on est déjà familier pour accélérer un petit peu peut-être la mise en œuvre de l'adaptation au changement climatique. Euh, les concepts d'aménagement, sylviculture, plus dans un contexte canadien, québécois. Pour ceux qui sont moins familiers avec ça ou qui ont travaillé dans d'autres pays, là, ça arrive, là, où c'est un petit peu différent. Pour nous, c'est vraiment une question d'échelle spatiale. Ok, là, c'est un petit rappel, là. La sylviculture, normalement, c'est vraiment plus à l'échelle du peuplement qu'on s'intéresse, alors qu'en termes d'aménagement forestier, ben, on s'intéresse plus à l'échelle de ce qu'on appelle une forêt qui contient plusieurs peuplements. Donc, au Québec, concrètement, forêt publique, on parle d'unités d'aménagement, par exemple, et qui vont faire peut-être 1000 km, 10 000 km dans ce range de valeur-là. On a un peu le même genre de taille de territoire aussi ailleurs au Canada. Euh, Si vous allez en Europe, par exemple, souvent la définition de ce que c'est l'aménagement, la sylviculture, c'est un petit peu différent, là, mais chez nous, c'est comme ça qu'on l'entend habituellement. Puis moi, dans les cours que je donne, ben, c'est des cours d'aménagement. Il y a d'autres profs qui donnent des cours de sylviculture, évidemment. La sylviculture et l'aménagement, donc c'est une question d'échelle, mais il y a tout le temps un lien entre les deux, évidemment. Je vous donne un exemple ici sur une photo, là, ça c'est au nord de Québec, dans la réserve faunique des Laurentides, un endroit où habituellement, lorsqu'on aménage, c'est surtout par coupe totale, qui est pour différentes raisons. Donc, si on agrandissait la photo,
Ce qu'on verrait, ça, c'est le lac des Neiges, là, pour ceux qui connaissent l'endroit. Donc, autour, on verrait des coupes totales. Mais il y a un endroit ici, juste ici, là, à gauche du lac, on a fait de la coupe partielle. OK? Donc, pourquoi? Ben, si on regarde un petit peu, on se rend compte que l'autre bord du lac, on a un gros chalet. Donc, évidemment, on voulait maintenir un petit peu la vue pour les pêcheurs, les villégiateurs. Donc, on ne voulait pas qu'ils soient exposés à une espèce de coupe totale en face du chalet. Donc, probablement, puis j'étais pas là au moment où ça a été fait, mais on peut penser que la raison pour laquelle ils en ont fait à cet endroit-là, c'est pour gérer une question de paysage puis d'acceptabilité sociale. OK? Donc, ces éléments-là, qui sont importants à grande échelle, l'acceptabilité sociale, les enjeux écologiques, tout ça, vont venir influencer la sylviculture. Donc, la sylviculture est vraiment un outil qui nous permet d'atteindre nos objectifs en termes d'aménagement forestier. Donc, les cours que je donne concrètement, il y en a un qui concerne davantage, qui s'appelle aménagement forestier, là, pour bien faire, puis qui concerne davantage les objectifs à long terme. OK? Ce qu'on appelle la planification stratégique, donc à très long terme, à l'échelle d'une unité d'aménagement. Donc, il s'agit d'analyser l'unité d'aménagement. On essaie d'identifier les principaux enjeux, les objectifs, qui tournent souvent autour des 3 aspects qu'on retrouve toujours en aménagement forestier durable, là, soit les aspects économiques, donc l'approvisionnement des usines de transformation du bois, les enjeux écologiques, notamment l'aménagement écosystémique, il peut y avoir d'autres enjeux, tout dépendant des territoires, puis le maintien de l'acceptabilité sociale. OK? Puis, l'idée derrière tout ça, donc on chemine dans le cours, puis c'est d'arriver à un moment donné à déterminer un niveau de récolte ou un niveau d'aménagement qui est approprié, qui permet d'atteindre l'ensemble des objectifs, puis d'identifier les principales familles de traitement sylvicole, les niveaux de traitement qu'on va devoir appliquer à court terme pour être capable éventuellement d'atteindre nos objectifs à plus long terme. OK? Puis, un élément important, évidemment, aussi là-dedans, c'est la fameuse possibilité forestière. Donc, c'est dans le cadre de ce cours-là que les étudiants apprennent aussi à faire un calcul de possibilité forestière avec les logiciels appropriés. L'autre cours qui, lui, a été rajouté ou qui existait déjà dans le programme au moment où je suis arrivé, puis qui était peut-être un petit peu modifié. Donc, on fait ici, on entre dans la dimension vraiment plus spatialisée de la récolte forestière. Donc, réflexion sur une planification sur une période de 15 ans, puis aussi réflexion sur le réseau routier. OK? Donc, qu'on ne regardait pas vraiment de façon très minutieuse au niveau de planification stratégique, qui est beaucoup plus à long terme. On essaie d'identifier des volumes, des superficies à traiter, mais on ne spécialise pas vraiment. Ici, on rentre vraiment dans l'aspect spatial, qui est important non seulement pour l'industrie forestière, évidemment, l'industrie a besoin de savoir où va être localisée la récolte sur le territoire. La planification des chemins, mais aussi en termes d'acceptabilité sociale, parce que là, on arrive avec quelque chose qui est, on va aller couper à tel endroit sur le territoire, à tel moment. Donc, les gens qui sont présents à cet endroit-là, ben, vont être interpellés directement. C'est des choses qu'on connaît depuis longtemps au Québec, là. Vous avez ça dans le manuel de foresterie de 1996, donc, qui était comme un outil de référence qui existe depuis longtemps. Déjà, la problématique était quand même assez bien identifiée. Hein. C'est-à-dire que c'est sûr qu'avec une planification à très court terme, peut-être qu'on va être plus rentable à court terme, mais des fois, si on ne pense pas un peu plus long terme au niveau spatial, on risque de se mettre des bâtons dans les roues. OK? Donc, c'est cette idée-là qu'on essaie beaucoup d'approfondir dans le cadre du cours pour obtenir en bout de ligne une planification, comme je le disais, de la localisation des chantiers de récolte sur une période d'une quinzaine d'années, donc par période de 5 ans, puis également un réseau routier. Donc, on a en gros les segments ou les endroits où normalement on s'attendrait à devoir développer, entretenir, maintenir le réseau routier, les volumes qui vont transiter par les différents segments. Donc, intéressant pour l'industrie forestière, la planification forestière, mais également pour tout ce qui est acceptabilité sociale, l'idée que les gens voient venir un petit peu d'avance au moment de consultation où est-ce qu'il va y avoir de la coupe, leur laisser le temps de réagir puis de s'adapter en conséquence. Dans le cadre des 2 cours aussi, un élément important à mentionner, là, puis qui est lié avec la présentation, on utilise un peu la modélisation, mais c'est vraiment une modélisation qui est
adaptés pour un contexte de planification forestière, donc des outils d'optimisation qui sont utilisés en foresterie depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont fait leurs preuves. OK, donc en particulier le logiciel Woodstock qu'on utilise quand même passablement. C'est vraiment des outils d'aide à la décision, c'est la raison pour laquelle ces outils-là sont utilisés autant. Ça nous permet de répondre à des questions assez précises. Combien exactement est-ce qu'on peut récolter sur un territoire sans risquer des ruptures de stock ou de la surexploitation? Quel est le meilleur endroit pour positionner les chantiers de récolte dans les 15 prochaines années en fonction de différentes contraintes? Donc, pour apporter des réponses à ce genre de problème-là, ben, les modèles nous permettent de prendre un gros paquet de données qu'on aurait beaucoup de difficulté à analyser à la mitaine, là. D'intégrer tout ça, puis d'arriver avec des solutions de compromis. Un enjeu avec ces logiciels-là ou ces modèles-là, par contre, outre qu'ils sont parfois un peu compliqués, les étudiants ne sont pas toujours super enthousiastes à les utiliser, mais embarquent dans le jeu. Le problème, par contre, c'est que c'est très déterministe. Donc, quand on arrive avec l'incertitude, puis c'est le cas particulièrement au niveau des changements climatiques, ben là, ces outils-là sont peut-être moins bien adaptés. OK. Donc, les sources d'incertitude en foresterie, on en a quand même plusieurs. OK, quand on se met à y penser et à y réfléchir comme il faut. Des fois, on a tendance à les ignorer un petit peu, là, mais il reste qu'ils sont toujours là. La dynamique des peuplements, ce que j'appelle dynamique des peuplements, ben, c'est sûr qu'il y a des aspects très quantitatifs, dendrométriques, là, associés à la croissance des peuplements, par exemple. Jusqu'à quel point on est capable de prédire avec précision la croissance d'un peuplement, puis le volume qu'on va être capable exactement de récolter dans 60 ans, 70 ans. Il y a une marge d'erreur associée à ça, OK, déjà en partant. Mais si on regarde ça à plus grande échelle, les changements climatiques représentent une source importante d'incertitude, hein. On s'en va dans un monde, puis on a un petit peu de difficulté à prédire exactement ce qui va arriver. Les perturbations naturelles, donc même en faisant abstraction de la question des changements climatiques, on n'est pas capable de les prédire exactement où ils vont survenir, quand ils vont survenir. Donc, c'est un enjeu. D'autres enjeux comme toutes les affaires de tout ce qui est associé aux espèces invasives, par exemple, particulièrement au Québec, là, je me tiens dans la province. On va plus dans le sud de la province. Ben, les feux représentent un enjeu moins important. Par contre, il y a des éléments d'espèces invasives qui deviennent très, très importants. Puis à plus long terme, en termes de planification forestière, ça va avoir des répercussions sur nous. Donc, comment intégrer ça dans une planification? Tout ce qui est politique, économique, on en a des bons exemples là, récemment avec ce qui arrive avec les Américains, là, les tarifs. Donc, ça va avoir éventuellement des impacts sur la planification. On n'est pas capable de prédire quand, comment, qui aurait pu prédire que ça allait arriver maintenant. Pas grand monde, hein? Il y a des cycles économiques, il y a des politiques forestières qui sont mises en place. Là, si on regarde vraiment ça également de façon très large, on a un nouveau régime forestier qui s'en vient au Québec. Pas exactement ça va être quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre planification forestière? Est-ce qu'on met ça sur pause? On va être obligé de tout recommencer? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Dans le cadre de la présentation, je ne parlerai pas de tout ça, évidemment, là. Je vais vraiment focaliser sur la question des changements climatiques et des perturbations naturelles, puis particulièrement sur les feux, là. Je vais faire une petite revenir un peu sur des études que moi j'avais faites au moment où j'étais postdoctorant à l'Université Laval. Ça va nous faire une petite mise en situation sur les feux, le genre de variabilité qu'on peut rencontrer dans des paysages affectés par les feux avant même de penser à la question des changements climatiques. Donc ça, c'est une carte qui a été réalisée sur la Côte-Nord. Vous avez les incendies qui ont eu lieu là, sur une période de 200 ans environ, là, entre 1800 et 2000. Puis d'emblée, premièrement, même si la Côte-Nord, au moment où j'avais commencé à regarder ces questions-là, à cet endroit-là, était réputé comme un endroit où il n'y avait pas beaucoup de feux, très humide, etc. Ben, quand on commence à creuser, il y en a beaucoup. C'est le cas partout dans la forêt boréale canadienne, là. Même dans l'Est, où il y a un petit peu moins de feu, il y en a.
Puis vous pouvez voir visuellement aussi que ces feux-là sont très variables en termes de taille, en termes d'endroits où ils vont être localisés. Donc, c'est une source de variabilité importante au niveau spatial. Ça a affecté une proportion importante du territoire aussi sur cette période-là. Si on regarde ça au niveau temporel également, il y a une variabilité là, qui est importante. Donc, c'est pas comme une perturbation qui arriverait avec une espèce de taux constant année après année. Ça arrive souvent par bourrée, hein, les épisodes de feu. C'est comme des grands épisodes qui vont couvrir beaucoup de superficie. Puis par après, on peut avoir parfois des décennies où il y a relativement peu de feu, puis ça revient. Même en faisant abstraction des changements climatiques, on avait cette dynamique-là de variabilité, puis des épisodes de grands feux là, qui survenaient sur ces territoires-là. Les feux vont avoir aussi un effet sur la dynamique forestière. Donc, on est tous familiers là, avec toute l'histoire des essences pionnières, par exemple, des essences de fin de succession. Donc, après feu, on a plus de trangue, plus de bouleaux, par exemple. De pin gris, c'est des espèces qui sont adaptées pour s'installer suite à un feu. Puis plus la succession avance, au fil des décennies et des centaines d'années, s'il n'y a pas d'autres perturbations, à un moment donné, on se retrouve avec des espèces de fin de succession. Le sapin baumier en forêt boréale est un bon exemple. L'épinette noire aussi, même si elle s'établit au début suite au feu, va arriver souvent à se maintenir également dans les vieilles forêts. Donc oui, ces patrons-là existent. Par contre, quand on regarde dans le détail, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a superposé les placettes d'inventaire donc au feu pour essayer des anciens feux qui datent de différentes périodes pour voir comment ça évoluait dans le temps. Ben, ce n'est pas une belle ligne droite. Il y a énormément de variabilité là-dedans aussi sur les effets des feux sur la dynamique forestière. Pourquoi il y a cette variabilité-là? Ben, peut-être les sols à certains endroits vont favoriser une espèce ou l'autre. Il y a des endroits où si ça dépend s'il y avait des semenciers ou non dans la perturbation, puis un paquet d'éléments plus ou moins aléatoires qu'on n'est pas toujours capable de capter. Et donc là aussi, on est un petit peu dans l'incertitude en termes de prédire l'effet des perturbations sur la régénération forestière. J'avais aussi à ce moment-là travaillé beaucoup à reconstruire l'effet des anciennes coupes sur ce territoire-là, qui est un territoire où il y avait eu de la coupe là, dans les années 1800, etc. Le long des rivières, il y avait des petites scieries là, un peu partout, évidemment, comme plusieurs endroits au Québec. Par contre, la vraie grosse foresterie industrielle a plus commencé vers les années 1920 avec l'installation des papetières dans le secteur, avec une progression aussi des coupes de plus en plus vers le nord. Donc, c'est un patron qui est quand même assez évident. Là, ici, je m'arrête en 2000, là, mais il faut voir que depuis 2000, les territoires là, ici ont été quand même passablement récoltés. Là. Le portrait ressemble plus du tout à ça. Il y a plus de coupe vers le nord aujourd'hui. Mais quand même, là, ce que je voulais montrer, c'est qu'on a utilisé ces données-là pour essayer de voir à plus long terme, donc sur une période d'une cinquantaine d'années, des peuplements qui auraient été affectés soit par une coupe totale, soit par des feux ou par les deux, parce que ça arrive des fois, le feu va affecter un endroit qui a été récolté récemment ou on va faire une coupe de récupération dans un feu, etc. Donc, ça nous permet, ces données-là, de placettes superposées aux différents types de perturbations dans cette région précise-là, de voir un peu l'effet sur la composition forestière. Puis ce qu'on observe sur ce territoire-là, donc, on a un peu les patrons classiques. Donc, après feu, il y a plus d'épinettes noires, un petit peu de feuillus. Après coupe, on a plus de sapins par rapport à l'effet d'un feu. OK? Le sapin va favoriser, la coupe va favoriser, la coupe totale va favoriser le sapin en général dans ces régions-là. Par contre, quand on a les deux perturbations qui se superposent, bien là, c'est là qu'on observe beaucoup plus de feuillus. Il y a 2 fois plus de feuillus qui s'installent. Donc, la superposition des perturbations peut avoir un effet aussi important sur la composition forestière. Puis ça, dans la mosaïque forestière aménagée, dans le futur, on va en observer de plus en plus. Je parle de l'enfeuillement. Donc, nous, ici, là, si je reviens sur le territoire, on était plus dans le domaine bioclimatique de la sapinière. OK? Donc, peut-être un petit peu la partie sud, là, quand même, de la forêt boréale.
où les feuillus performes sont présents. Si on va un petit peu plus au nord, on observe aussi beaucoup de superposition de feux. Donc, des feux qui se succèdent rapidement. Puis dans ce cas-là, ce qu'on va observer, c'est probablement davantage une ouverture. Des fois, il n'y a pas de feuillus dans le paysage, là, où les conditions sont différentes, les sols sont différents. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu un accident de régénération. Donc, ça va être des éricacées essentiellement qui s'installent ou des lichens. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus sur la Côte-Nord, mais il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites au Québec là, pour décrire ce phénomène-là, qui est quand même assez important dans la forêt boréale, un peu plus du nord. Autre exemple, là, pour terminer un peu avec mes exemples de la Côte-Nord, pour visualiser un peu l'effet des feux, toute la variabilité qu'on peut observer suite aux feux. On a eu un grand feu qui était en 1991, OK, dans le sud du territoire, je me rapporte là, sur la carte de feu, il est comme ici en bas à droite, là. À peu près 2000-2200 km² ici qui ont été brûlés durant cette année-là. Vous avez le contour ici qui est en rouge, c'est le contour du feu. Donc, première chose, ici, c'est une image Landsat là, de 1986 qui vient du ministère. On voit que le contour des feux épouse quand même les anciennes coupes là, qui sont en pâle. Alors, ici, vous avez rose, les coupes vraiment récentes, coupes un petit peu plus anciennes, vert pâle. Donc, on voit que la disponibilité en combustible a probablement influencé un peu la configuration de ce feu-là, peut-être même limité un peu l'expansion du feu. Mais ce que je voulais surtout vous faire observer, c'est la portion au sud du feu. Ici, on voit des teintes un petit peu brunâtres, là. Je ne sais pas jusqu'à quel point on voit à distance, là, mais ça, c'est vraiment l'effet de la défoliation causée par la tordeuse. OK? Donc, la tordeuse des bourgeons de l'épinette, il y a une épidémie présentement à l'échelle de la province, mais il y en avait une aussi là, dans les années 1970-1980. Donc là, on était en plein dedans sur la côte nord, là. Ça a commencé un petit peu plus tard, dans les années 80, jusqu'à vers 1990-92. Des peuplements qui étaient défoliés. Donc, on peut penser que probablement les semenciers résineux ont été affectés. Puis, on voit effectivement, lorsqu'on regarde maintenant les cartes éco-forestières les plus récentes, donc 2013, on voit qu'il y a eu énormément de feuillus qui s'est installé sur ce territoire-là, alors que c'était principalement résineux au départ. OK? Donc, probablement que l'effet, encore une fois, de la juxtaposition de perturbations dans ce cas-ci, c'est la tordeuse et les feux, va favoriser un enfeuillement du territoire. Donc, on est encore une fois pas mal au sud. Les feuillus sont quand même assez performants, agressifs, là. Donc, ça a pu contribuer au phénomène également. De ce qu'on voit aujourd'hui quand on va sur ce territoire-là, il y a quand même énormément de bétulets et de peupleraies. Donc, les perturbations naturelles, c'est vraiment des moteurs qui sont importants en termes pour expliquer la dynamique forestière. Leur occurrence est largement imprévisible, OK, particulièrement les feux. C'est facile à posteriori de revenir, d'expliquer un peu pourquoi telle perturbation est survenue à tel endroit, mais les prévoir à l'avance, c'est très, très difficile. Puis les effets sur la composition forestière sont importants, particulièrement lorsque ces perturbations-là vont se superposer. Quelles sont les implications dans un contexte de changement climatique maintenant? Donc, si on veut essayer de se projeter un petit peu dans le futur, c'est difficile, en fait, c'est difficile, c'est la façon de le faire, c'est de passer par la modélisation. Pourquoi? Il y a tellement d'éléments qui interagissent les uns avec les autres que ça nous prend ce genre d'outil-là où on va simuler donc à la fois les feux. Donc ça, c'est un exemple qui est tiré encore une fois des études auxquelles j'ai participé, où on a monté un modèle de simulation qui permet d'examiner ces questions-là. Il y a 2 articles qui ont été publiés, donc un premier en 2019, un deuxième en 2022. Le deuxième parlait un petit peu plus de la modélisation des incendies et des effets sur la récolte forestière. Un modèle qui ressemble un petit peu à ceux qui ont entendu parler de l'INDIS. L'INDIS, c'est un autre modèle beaucoup plus sophistiqué là, qui va être probablement plus précis au niveau de la composition forestière, prédire les effets des changements climatiques sur la composition forestière. Nous, ici, c'est semblable, mais quand même plus grossier. L'emphase est vraiment beaucoup plus sur la récolte forestière et ses interactions avec les perturbations, mais aussi, vu que c'est un modèle qui est un petit peu plus simple, on est capable, comme vous allez le voir, de faire des modélisations répétées,
puis de construire des espèces d'intervalles de variabilité pour les attributs qui nous intéressent. Donc, il y a des fonctions qui permettent de simuler les feux, un calcul de possibilités forestières très simplifié, simule la récolte forestière, puis simule aussi les changements de composition en lien avec les perturbations, mais aussi en lien avec les changements climatiques. Pour avoir un exemple de sortie là, à l'échelle de la province, donc on peut projeter à l'aide de cet outil-là. Ici, ce qu'on voit, c'est les changements en termes de composition forestière. Mais on peut regarder aussi d'autres paramètres qui nous intéressent. Le modèle, vraiment à la base, au niveau de la simulation des feux, c'est basé sur un note historique de feu qu'on a au Québec, qui est quand même assez complet. C'est assez exceptionnel au niveau de la province, toute l'information qu'on a. Vous avez ici les cartes de feu à l'échelle de la population. On voit que c'est quand même un phénomène qui est vraiment important. Ici, c'est les feux qui ont eu lieu depuis 1890 à 2023. Une période de 130 ans, donc il y a, je ne sais pas, peut-être 40 ou 50% du territoire qui a brûlé, peut-être un peu moins, là. Donc, c'est significatif. Même en faisant abstraction des enjeux des changements climatiques, les feux, c'est quelque chose d'extrêmement important au Québec, dont on doit tenir compte en planification forestière, évidemment. Donc, ce travail-là, dans le fond, consistait à prendre cette donnée-là sur l'historique de feu, puis de construire des zones avec des récurrences de feu qui sont présentes donc historiquement sur le territoire, qui ont servi de base pour nos modélisations, sur lesquelles on a appliqué ce qu'on appelle un modificateur climatique. Donc, on est parti de la référence pré-industrielle, pas pré-industrielle, mais 1890 à 2020. Puis, on a appliqué des changements en fonction des projections de changement climatique, notamment de l'indice forêt météo dans le futur, donc de plus en plus de sécheresse, plus prononcée, plus longue aussi des fois. Donc ça fait augmenter le risque de feu. On a appliqué ces augmentations-là au régime de feu pré-industriel pour simuler un peu ce à quoi on pourrait s'attendre dans le futur. Les résultats dans le cadre de la modélisation donc, sont rapportés aussi à l'échelle des unités d'aménagement pour nous permettre de visualiser un peu mieux les effets. La planification forestière au Québec, présentement, ça se fait vraiment à l'échelle des unités d'aménagement. Donc, pour nous, on voulait voir un peu aussi, se représenter un peu les enjeux à cette échelle-là. Une sortie du modèle, juste pour vous donner un petit peu un exemple. Donc, en fait, ce n'est pas une sortie, c'est 20 simulations. OK, pour une unité d'aménagement dans ce cas-ci. Puis, on a ici simplement les superficies brûlées par période de 5 ans. Donc, les pics qu'on voit, puis les variations, chaque ligne, chaque couleur représente une simulation. On voit que ça varie d'une fois à l'autre. Les feux étant stochastiques, ça varie tout le temps. Puis si on veut bien capter la variabilité, c'est important d'avoir ce phénomène-là. On voit même que durant certaines simulations, les pics de feu vont être plus élevés que pour certaines autres. Donc, les feux ne surviennent pas au même moment non plus. Donc, tout ça, ça va avoir un effet. Je vous donne un exemple ici de ce que ça peut donner. Donc, le résultat en termes de taux de récolte. Okay, on a le taux de coupe en superficie. Les améliorations qu'on a fait au modèle lors des dernières années nous permettent de regarder ça un petit peu plus en termes de volume. Mais ici, je vais rester en superficie là, pour le reste du cours. Donc, c'est une superficie récoltée par période. On simule. Vous avez 2 unités d'aménagement ici. Puis vous avez la ligne rouge qui représente le niveau de récolte, donc la possibilité forestière, à laquelle on pourrait s'attendre dans un contexte où il n'y aurait pas de feu. OK, donc ça, c'est une ligne rouge sans feu, donc c'est assez stable. On est capable de garder notre niveau de récolte stable dans le temps. Par contre, si on rentre les feux dans le système, là, c'est là qu'on voit que ça varie d'une simulation à l'autre. Chaque ligne noire représente une simulation. Puis on voit une baisse dans les niveaux de récolte qui va varier d'une simulation à l'autre. Puis il y en a que c'est quand même très faible. Il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus important. Ça varie aussi d'une unité d'aménagement à l'autre. Les cycles de feu ne sont pas les mêmes partout. La taille des unités va varier. La configuration, etc. Donc tout ça, ça peut avoir des effets. Puis expliquer que le patron qu'on observe va varier d'un endroit à l'autre. Mais ce que vous pouvez voir quand même, c'est que de façon générale, ma prise en compte des feux, si on refait un calcul de possibilité forestière,
après chaque feu qui survient sur le territoire, à peu près inévitablement, on va observer une certaine baisse dans le temps. Ça, c'est avec l'effet des changements climatiques, sans effet des changements climatiques. Ça revient un peu toujours au même, on observe cette baisse-là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte de planification pour atténuer un petit peu l'effet des feux? Donc, il y a des mesures qui existent depuis quand même longtemps. C'est pas moi qui ai inventé ça, là, ça existe depuis fort longtemps. Donc, la coupe de récupération, c'est quelque chose qu'on pratique au Québec. Quand il y a un feu, on essaie au maximum de récupérer, puis ailleurs. La remise en production aussi des sites. Donc, surtout si on a des accidents de régénération, ben, le fait de reboiser, ben, c'est ce qui nous permet à plus long terme de maintenir la productivité du territoire. Au niveau de la coupe de récupération, ben, on peut la faire à certains endroits, d'autres pas. Hein, ça dépend. Les feux qui sont trop grands, on ne sera pas capable de les récupérer au complet. Les feux brûlent des superficies qui ne sont pas nécessairement intéressantes non plus au niveau de la récolte, donc peuplement prématuré, etc. Donc, ça serait trop compliqué, ça ne vaut pas la peine. Même les peuplements qui ont brûlé puis qu'on est capable de les récupérer, il y a une perte au niveau des opérations. Au niveau de la transformation, c'est plus compliqué. Donc, c'est une mesure qui est utile, qui nous permet jusqu'à un certain point d'atténuer les effets négatifs des feux, surtout à plus long terme. Mais ce n'est pas nécessairement miraculeux non plus. Il y a des coûts aussi qui sont associés à ça. La simulation peut nous aider à voir un petit peu aussi quel effet ça peut avoir. Donc, ça, je reviens avec mes modèles. On a notre ligne rouge toujours qui représente un peu le scénario sans feu. Puis ici, on a deux scénarios. Un scénario où on simule des coupes de récupération après feu où on récolte 20% des peuplements matures qui auraient brûlé. Donc, ils ont un taux de récupération qui serait relativement faible. Puis un autre cas où on va vraiment beaucoup plus mettre l'emphase sur la coupe de récupération, 70% des peuplements matures qui sont brûlés. On voit une différence entre les deux. On voit que la coupe de récupération plus forte nous permet, en moyenne, puis ici vous avez la médiane, là, la ligne du milieu, là, d'avoir des niveaux de récolte qui sont un petit peu plus élevés par rapport à une récolte de 20%. Par contre, il y a beaucoup de variabilité, comme vous voyez. Ça dépend où les feux surviennent, quand ils surviennent, etc. Des fois, on n'a pas tant avantage de récolter beaucoup. L'autre élément aussi, c'est que plus qu'on avance dans le temps, dans une simulation comme celle-là, on n'a pas une très grosse provision de forêts matures qui sont présentes sur le territoire, parce qu'on les récolte aussitôt qu'elles arrivent à maturité. Donc, si on a juste, par exemple, 15 ou 20% de forêts matures, ben, le feu va brûler. Dans le feu, il va juste avoir une très faible proportion de peuplements qui vont être effectivement récupérables. Donc, on a un taux de 70 ou de 20 en bout de ligne. Parfois, ça ne fera pas une énorme différence non plus. Donc, c'est juste pour illustrer que la modélisation nous permet de réfléchir à ces enjeux-là, puis d'essayer de voir, OK, oui, la coupe de récupération, est-ce que ça a vraiment de l'impact? En le modélisant, souvent, on se rend compte que c'est peut-être plus compliqué qu'on fait ou c'est des solutions qui sont peut-être moins intéressantes qu'on pourrait l'imaginer, tout dépendant des cas. Puis là, il y a un paquet de scénarios qu'on pourrait faire. Si c'est juste un exemple là, très simple. Conserver un fonds de réserve, donc ça, c'est une autre mesure qui existe, là, puis qui est parlée, dont on parle au Québec depuis très longtemps. Un fonds de réserve, c'est comme une espèce de réserve de bois qu'on se fait, puis dans laquelle on va pouvoir aller puiser lorsqu'il y a des perturbations pour compenser un petit peu les pertes qu'on va vivre à cause des feux. Vous avez ceux qui s'intéressent à la question, là, notamment au moment de la commission Coulombe, il y avait comme un document qui avait été produit par le CERFO qui fait très bien le tour de la question, pour ceux qui s'intéressent. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se libérer une espèce de marge de manœuvre. Par contre, aujourd'hui, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre sur les territoires. Donc, à une certaine époque, il y avait encore beaucoup de forêts vierges. C'était facile, relativement facile de prendre une portion de territoire mature et de dire on va se garder ça pour plus tard, pour les imprévus. Aujourd'hui, en forêt aménagée, ben, on n'a plus vraiment cette capacité-là. Ce qu'il faudrait, si on veut se dégager un volume qu'on va être capable éventuellement d'utiliser pour compenser des pertes dues au feu, ben, il faudrait probablement fermer une usine parce qu'on a attribué l'ensemble des bois pour être capable de se dégager le volume, donc pour empêcher qu'une usine ferme peut-être plus tard dans le temps. Donc, tu sais, c'est comme un peu difficile à mettre en place de façon pratique.
ça pourrait être faisable, surtout au moment où, par exemple, à mon avis, peut-être une usine qui ferme de toute façon sur un territoire parce qu'on est dans un creux économique, etc. Ben là, plutôt que d'essayer de réattribuer immédiatement ces volumes-là, on pourrait les garder en réserve dans le cas d'un territoire où il y a un risque de feu important. Donc là, on serait pas obligé de fermer une usine juste pour se créer une marge de manœuvre. Donc, saisir peut-être ce genre d'opportunité-là, en guillemets. C'est dur de décrire une fermeture d'usine comme une opportunité, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Gestion des combustibles, donc, est une autre chose qu'on pourrait potentiellement faire peut-être. C'est connu, c'est comme bien documenté. Je vais lui montrer un peu avec l'exemple du feu de 91. Il y a certains types de combustibles qui vont générer des intensités de feu qui sont moins importantes, puis aussi qui vont probablement freiner la propagation des feux dans certaines conditions. Okay? Les feux, au moment où le feu devient un petit peu moins intense, par exemple, là, le combustible va devenir important, puis peut-être limitant. C'est une approche de gestion des combustibles qui fonctionne, notamment autour des communautés. Il y a des guides qui ont été produits au Québec, pas au Québec, mais au Canada, puis qui sont mises en œuvre, là, mais c'est vraiment autour des communautés principalement. Donc là, il y a vraiment comme un risque qui est plus important, puis qu'on ne veut pas courir là, au niveau de la sécurité des gens, des infrastructures. Donc là, par contre, est-ce qu'on est capable de prendre ce genre d'approche-là, de l'appliquer à grande échelle sur une unité d'aménagement? Là, c'est vraiment un autre enjeu, puis c'est ça dont on parle ici. Là. Je parle d'aménagement forestier, puis en particulier de l'objectif de maintien des approvisionnements. Donc là, est-ce qu'on va, par exemple, planter du feuillu? Bien, premièrement, la filière de production de plants feuillus, puis ça n'existe pas vraiment, donc il faudrait mettre ça en œuvre, ça va coûter de l'argent, ça va être compliqué. Il y a une expertise qu'on n'a pas. Après ça, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Donc, il ne faut pas le faire juste à certains endroits. Si on veut vraiment que ça ait un effet, il faudrait y aller vraiment à grande échelle. Ça va avoir des impacts sur les autres utilisations de la forêt, la composante résineuse, quand même importante là, au niveau de l'approvisionnement des usines. L'usine ne prend pas du feuillu ou du résineux de façon indifférente. 2 par 4, c'est du résineux, donc ça va avoir des effets aussi au niveau de l'utilisation du bois, de la faune, peut-être de l'acceptabilité sociale aussi. Est-ce que les gens veulent vraiment transformer, métamorphoser les paysages? On sait que les changements climatiques vont peut-être conduire vers ça, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'accélérer les choses? Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, ça serait peut-être possible en forêt aménagée, mais le concept mériterait d'être réfléchi davantage. Donc, la simulation peut nous aider peut-être, encore une fois, à pousser la réflexion là-dessus. Autre mesure qui pourrait contribuer à atténuer l'effet des feux selon les cas, donc une mesure qui est parfois mentionnée, évoquée, ben, c'est de planter. Hein, donc, évidemment, en produisant plantation va être plus efficace, produire plus de bois pourrait nous aider à compenser les effets des feux. C'est viable. Par contre, la réserve, évidemment, c'est qu'il ne faut pas faire ces plantations-là aux endroits où il y a beaucoup de feu, naturellement. Donc, se servir peut-être un peu d'informations sur les risques de feu à l'échelle de la province, sur les probabilités d'incendie pour s'orienter davantage peut-être aux endroits où il y a moins de feu ou encore en forêt privée, là, encore une fois, qui est probablement le meilleur endroit pour intensifier la production de bois, là, en tout cas dans le cas du Québec. Là. Donc, évidemment, pour une usine qui serait située en plein cœur de la forêt boréale, dans une zone où il y a beaucoup de feu, ben, la plantation, est-ce que ça peut vraiment contribuer? Là, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour les mettre où on va vraiment avoir une garantie suffisante qu'elles vont être protégées là, de l'effet des feux. Donc, message à retenir un peu sur tout ce que je viens de présenter. Oui, il y a différentes mesures qu'on pourrait mettre en place. La modélisation peut nous aider, simulation, à voir un petit peu, explorer différentes hypothèses. Puis, des fois, moi, ce que je parle, c'est un peu mon opinion, mais si on voulait creuser la question, on serait capable de tester avec des modèles. Par contre, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'aucune de ces mesures-là vienne régler complètement le problème. OK? C'est des enjeux qui sont très complexes. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire en bout de ligne pour arrêter complètement l'effet des feux. Il faut aussi se préparer au fait qu'on va en avoir. Donc, préparer des plans de contingence,
d'essayer de développer les bons réflexes aussi au moment où les feux surviennent en termes de courbe de récupération puis de remise en production, pas se faire prendre au dépourvu. Donc ça aussi, ça va être vraiment quelque chose d'incontournable. Effet des feux sur les autres objectifs d'aménagement aussi, je focalise encore une fois sur les approvisionnements, mais on peut imaginer qu'au niveau, par exemple, d'aménagement écosystémique, qui est un enjeu plus écologique, donc on essaie de conserver une certaine proportion de forêts matures, vertes, là, pas des forêts brûlées pour maintenir les espèces qui sont associées à ces habitats-là. Bien là, évidemment, si on a un risque de feu, puis on vise à conserver une certaine quantité, probablement que les feux vont venir exercer une ponction là-dedans, puis vont faire baisser la quantité en bas des seuils qu'on essaie de conserver. Donc là aussi, il faudrait probablement réfléchir là, à cette question-là. Est-ce qu'on se garde une marge de manœuvre supplémentaire spécifiquement pour cet enjeu-là? Donc, c'est d'autres questions qui sont importantes. J'ai pas énormément parlé de composition forestière, mais c'est comme quelque chose qui est vraiment important aussi avec les changements climatiques. L'effet aussi des perturbations qui accélèrent les changements de composition. Donc, et notamment l'enfeuillement du territoire dont j'ai parlé un petit peu plus haut, la pèse des résineux. Donc, ça ici, ce que je présente, c'est plus des résultats qui ont été obtenus par Yann Boulanger là, dans différentes publications qui ont été faites avec Landis, qui est un logiciel qui est vraiment mieux fait pour la composition forestière. On voit un peu le genre d'enjeux qu'on pourrait avoir aussi, c'est pour l'épinette noire. Donc, plus le scénario climatique est pessimiste, évidemment, plus on s'attend à avoir des déclins. Puis quand on rajoute des perturbations là-dedans, ben, les déclins deviennent encore plus substantiels de façon générale. Faire attention un petit peu aux couleurs, par contre, là. Ça, c'est une étude où on avait comparé l'effet de plusieurs modèles. Puis on voyait que, dont celui dont j'ai parlé, qu'on a monté, indice, puis d'autres types de modélisation, puis de projection. Puis on voit qu'à peu près tous les modèles convergent pour dire que les résineux, les pinettes noires vont avoir probablement plus de difficultés. Donc, c'est rouge, ça veut dire que ça va probablement être négatif comme effet. Par contre, est-ce que ça veut dire que l'espèce va disparaître complètement du territoire? C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas exactement encore qu'est-ce qui va se produire. Il y a une incertitude à ce niveau-là. Par contre, c'est pas une espèce qui va être favorisée dans le futur. Ça aussi, ça pose des enjeux importants au niveau de la planification forestière, question résineux feuillu. Donc, évidemment, dans le contexte d'un calcul de possibilités forestières, par exemple, on vise souvent un rendement soutenu. C'est ce qu'on fait au Québec, hein, c'est dans nos modèles qu'on utilise, au bureau du forestier en chef notamment. Donc, tout ça dans l'idée que si on veut conserver ou maintenir une espèce d'équité entre les générations, on veut que les usines restent ouvertes plus loin dans le futur, ben, faut continuer de les approvisionner dans le temps. Donc, on vise quelque chose de relativement stable en termes de grands groupements d'essence. On va être capable d'approvisionner les différentes usines. Est-ce que c'est réellement possible dans un contexte de changement climatique? Peut-être pas. OK, donc c'est là qu'il va falloir aussi se poser des questions, jusqu'à quel point on accepte de venir jouer un petit peu avec le concept de rendement soutenu, de le modifier pour avoir quelque chose qui va nous être plus facile à réaliser dans un contexte de changement climatique. Peut-être aussi assurer des transitions qui sont plus graduelles, OK, par rapport à un changement qui arriverait tout d'un coup. Donc, c'est des questions aussi auxquelles on peut continuer de réfléchir. Donc, maintenant, si je fais un lien vraiment plus avec les modèles dont j'ai parlé au début, ce que j'appelle les modèles un petit peu plus classiques, utilisant foresterie, donc l'optimisation, puis les modèles de simulation dont j'ai parlé dans la deuxième partie qui sont mieux adaptés là, à tout ce qui est changement climatique, perturbations naturelles. Ces deux types de modèles-là ont des forces quand même importantes. L'optimisation fonctionne généralement quand même bien là, pour tout ce qui est d'aider à la prise de décision. C'est pas juste en foresterie, vous allez en génie, en finance, en économie. Donc, ce genre de modèle-là est quand même pas mal utilisé. Donc, c'est une force qui est vraiment intéressante. Donc, c'est quoi le niveau de coupe? Où est-ce que les coupes devraient se localiser? Et ainsi de suite. Donc, ça peut nous aider à trouver une solution à ce genre de problème complexe-là. Permet aussi d'établir des compromis entre les différents enjeux. Donc, si on a des enjeux écologiques, des enjeux économiques, aussi peut-être de l'acceptabilité sociale, des enjeux de paysage. Donc, si on arrive à décrire quantitativement comme il faut chacun de ces enjeux-là,
les simplifier suffisamment pour être capable de les décrire aussi. On est capable après ça de les rentrer dans le modèle, puis lui, il va nous aider à identifier des solutions de compromis qui vont nous permettre à répondre l'ensemble des enjeux. Donc, ça aussi, c'est comme quelque chose qui est intéressant, puis qu'on n'a pas vraiment avec les modèles de simulation. Au niveau des simulations, donc la force de ces modèles-là, ben, ça va être plus d'explorer l'effet de différents scénarios, puis de faire des simulations stochastiques où on va être capable d'avoir un très bon aperçu de la variabilité puis de l'incertitude. Okay. Puis de regarder les interactions aussi entre les perturbations, changement climatique, etc. Donc, ces modèles-là ont quand même beaucoup de force, puis ce qui serait probablement intéressant de faire éventuellement, c'est d'arriver à prendre les principaux résultats, ou je vous dirais décortiquer ou identifier les principales tendances, puis les mesures peut-être d'aménagement qui présentent le plus de potentiel à l'aide d'approches de simulation, puis éventuellement de les intégrer donc à nos outils d'optimisation pour nous aider à prendre des décisions concrètement sur les territoires. Donc ça, c'est le premier défi. OK, j'en ai identifié deux là, en lien avec les problématiques dont j'ai parlé durant la présentation. Donc, vraiment arriver à intégrer ces deux types de modèles-là, puis c'est ça qui va nous aider probablement à mettre en œuvre relativement rapidement l'adaptation au changement climatique. Si on évacue complètement les modèles d'optimisation pour les remplacer par d'autres modèles, bien là, on va avoir, on en a pour des années là, à essayer de se reconstruire une façon de réfléchir puis de planifier qui soit cohérente, probablement beaucoup de perte de temps. On est probablement mieux à court terme d'essayer d'intégrer les deux approches. L'autre défi important en lien avec les perturbations naturelles et les changements climatiques, c'est les fameux enjeux de superposition dont je parlais. Il y a beaucoup d'informations qu'on a au niveau des perturbations naturelles, de leur effet, qui vient d'études qui ont été faites en forêt pré-industrielle, principalement, c'est ce que je vous décrivais sur la Côte-Nord notamment, là, en lien avec les feux. Ben, beaucoup de la dynamique forestière qui avait été étudiée dans des forêts qui n'avaient pas ou très peu eu de coupe. Maintenant, quelle va être l'influence des superpositions? Je vous ai donné un petit exemple sur la Côte-Nord, mais tu sais, aujourd'hui, la forêt vierge dans la zone de forêt aménagée au Québec, il en reste beaucoup moins, sinon presque plus, tout dépendant des endroits. Les feux qui vont survenir, les autres perturbations vont survenir dans une mosaïque forestière aménagée, risque de nous arriver avec des effets qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on observait en forêt, avec la donnée qu'on a qui vient de la forêt pré-industrielle. Donc, continuer de faire des suivis là-dedans, ça va être quelque chose de très important. L'effet sur les arbres, donc la composition forestière évidemment, mais les habitats aussi, les différentes espèces, jusqu'à quel point, en réponse au changement climatique, il y a une migration qui s'opère ou non. Est-ce que ça correspond à ce qu'on avait posé comme hypothèse puis qu'on avait intégré à nos exercices de modélisation ou non? Donc, ça va nous permettre de vérifier si on est correct dans nos simulations puis de corriger éventuellement nos modèles. Parce que les modèles sont souvent basés, dont ceux que j'ai présentés. Il y a beaucoup de notions là-dedans au niveau de la tolérance des espèces face au changement climatique qui viennent d'études un petit peu plus pas théoriques, là, mais plus fondamentales. Donc, mais est-ce qu'on les a vraiment exposées en forêt à des conditions climatiques auxquelles elles n'ont jamais été exposées auparavant? Comment elles vont réagir? Il reste quand même un peu d'inconnu. Donc, les suivis vont beaucoup nous aider à améliorer la précision et la confiance qu'on peut avoir avec envers nos modèles, les résultats des modélisations. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Pour ceux et celles qui se sont joints à nous, mon nom est Raed Ferjani et j'animerai la période de questions. Avant de débuter, j'ai quelques messages d'intérêt et des règles d'usage à partager avec vous. Vous pouvez maintenant activer votre vidéo si vous le désirez pour obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec. Vous pouvez compléter l'attestation de participation avec le lien URL que je viens de mettre dans la boîte de clavardage.
Veuillez noter que le code d'activité est maintenant intégré dans le lien. Les arboriculteurs certifiés membres de la Société internationale d'arboriculture Québec peuvent également cumuler des crédits de formation continue en utilisant les informations que je vais insérer dans la boîte de clavardage sous peu. Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix. Il y a deux façons de le faire. Verbalement, en cliquant à droite de votre nom dans la liste de participants et sélectionner l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'avez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons avoir une question à la fois pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance aux autres. Si vous préférez poser votre question par écrit, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage, sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer, si ce n'est déjà fait. Nous vous demandons de vous identifier clairement, donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Donc, la période des questions est maintenant ouverte. Alors, est-ce qu'on a des questions orales? Des questions, je rappelle que vous pouvez également poser des questions par écrit dans la boîte de clavardage. Et pour poser votre question oralement, on a une question verbale de Valérie Brazo. Allez-y, Valérie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ok, super. C'est ça, vu que personne n'osait briser la glace, je vais y aller avec une petite question peut-être simple, mais tu parlais d'un fonds de réserve, c'est super intéressant. J'avais comme l'impression que c'était plus au niveau des superficies de un peu mettre un peu comme des aires protégées, mais des aires protégées dédiées à la foresterie, si j'ai bien compris. Mais à quel point ça serait possible, ou si ça serait possible de diminuer la possibilité forestière d'un certain pourcentage ou sur une certaine période de temps pour créer ce fonds de réserve-là? Comment est-ce que la possibilité forestière pourrait être, on pourrait jouer avec ça à la place du fonds de réserve? Merci. Ouais. Ben, il y a les deux notions qui existent quand on regarde. Tu peux avoir un fonds de réserve qui est vraiment spécialisé à un endroit donné. C'est comme on fait un rond sur une carte, puis regarde, c'est ça notre réserve. D'ailleurs, ça s'est déjà appelé. Ils ont déjà créé des réserves qui s'appelaient des réserves pour ça. Les anciennes réserves forestières, si on veut, là. Par contre, ça, c'est un luxe qu'on avait peut-être à une certaine époque, là, où il y avait encore de la forêt vierge. Aujourd'hui, je vois difficilement comment ils pourraient faire ça sur le territoire. C'est rendu tellement aménagé que c'est à peu près impossible. Si on isole un territoire comme ça, ben, souvent, ça va être pour faire une aire protégée, pas pour faire une réserve. L'autre option, c'est de faire un fonds de réserve, mais plus en volume. Donc, c'est comme un peu comme tu dis, ultimement, ça va être l'idée, c'est comme si on faisait un calcul de possibilité forestière sur un territoire. On a une possibilité d'1 million, ben, on baisse de 100 000 mètres cubes, puis de cette façon-là, on assume qu'on est capable d'aller récolter 900 000 mètres cubes. Puis s'il y a un feu qui survient, ben là, on va comme avoir une espèce de réserve de bois là, qui n'est pas nécessairement spécialisée précisément sur le territoire, qui peut être diffuse un peu partout, puis qu'on va pouvoir utiliser pour atténuer l'autre baisse qu'on aurait observé si on n'avait pas eu cette réserve. Maintenant, c'est un concept, premièrement, pour baisser d'1 million à 900 000, ben là, ça veut dire qu'on, tout de suite, maintenant, on accepte qu'on récolte 100 000 mètres cubes de moins, donc ça va avoir des effets sur l'industrie, là, à moins qu'il n'y ait personne qui utilise ce volume-là actuellement. C'est pour ça que je dis que c'est difficile à mettre en place concrètement. Ça peut se faire à des endroits où déjà, présentement, on récolte moins que la possibilité forestière, par exemple. La capacité industrielle n'est pas là de toute façon. Donc, plutôt que de chercher absolument à trouver puis à générer de l'activité pour que quelqu'un vienne chercher ce volume-là, ben on dit, regarde, nous, on va rester comme ça, puis on va accepter de récolter moins que la possibilité. Comme ça, quand un feu va arriver, ben, les bénéficiaires existants sur le territoire ben, vont comme avoir le petit avantage d'être capable peut-être
de maintenir leurs approvisionnements à plus long terme malgré les feux. Ça se teste, tu sais, j'avais commencé à le tester un peu à l'aide de modélisation. L'histoire, c'est un petit peu comme ce que j'expliquais au niveau de la courbe de récupération, c'est que tout dépendant quand les feux surviennent, où ils surviennent. Les feux aussi, si on conçoit que les feux vont avoir tendance aussi à brûler davantage le résineux mature. Donc, si on laisse plus de résineux mature en termes de réserve forestière sur le territoire, peut-être c'est ça qui va brûler en premier. Donc, c'est avec toute la variabilité puis tout ça, on se rend compte que c'est facile en théorie comme concept, mais dans la réalité, c'est pas ça qui va être la solution à tous nos problèmes, d'après moi. Merci, c'est Merci. intéressant. On a une question écrite de Yann Dumas-Richard. Est-ce que les AIPL peuvent constituer une solution face au changement climatique pour la foresterie au Québec? Ça dépend d'une solution par rapport à quel enjeu, quel objectif. Là. Si on parle, en foresterie, c'est toujours plus simple d'y aller par objectif. Par exemple, on a un objectif de production de bois pour approvisionner les usines. Pour ça, oui, possiblement que les AIPL pourraient aider jusqu'à un certain point, tout dépendant où sont positionnés, comme je l'ai dit un petit peu dans la présentation. Si on le met à des endroits où il y a de l'acceptabilité sociale, qu'on est capable de rencontrer, écologiquement, c'est pas un enjeu. On ne va pas la mettre sur une superficie de forêt mature qui est importante pour le caribou forestier. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut considérer, là, les mettre aux bons endroits. Mais si on y arrive, ben, possiblement que c'est des endroits où on va produire plus de bois, puis qu'on pourrait arriver à réduire un petit peu la pression sur le reste de la forêt publique, là, en principe. Donc, oui, c'est une bonne idée, mais il faut toujours plein de bémols à mettre associés à ça, dans la mesure où ça prend quand même de l'acceptabilité sociale au niveau de où on va les mettre, puis au niveau de la culture qu'on va faire là-dedans. Très bien, merci beaucoup. On a une question de Olivier Villemer. Allez-y, Olivier. Salut! Merci Mathieu. Je reviens sur l'idée de baisse de possibilités forestières. Là, je comprends qu'il n'y a pas de réponse précise, je comprends que ça se teste et tout ça, mais mettons qu'on voulait, par principe de précaution, disons déjà être proactif puis baisser. Ce serait de quel ordre? Tu as parlé d'un 10%, tu as parlé d'un 100 000. Est-ce qu'on est capable d'estimer qu'est-ce qu'on devrait faire comme diminution dans cette logique-là? Moi, je pense que non. À cause de la stochasticité dont j'ai parlé, puis de la variabilité. Donc, c'est à un moment donné, si on veut se prémunir contre tout risque, donc, d'être vraiment sûr à 100%, d'avoir un niveau de récolte qu'on va être capable de maintenir sur 100 ans, sans avoir de baisse à cause des feux, ben là, on va se trouver à baisser la récolte tellement que ça devient comme ridicule, on va passer d'1 million de mètres cubes à 150 000 mètres cubes par année, puis là, on est sûr qu'on est capable de rencontrer notre 150 000, mais donc, c'est toujours une question de risque, OK, puis de tolérance au risque. Si on est prêt à vivre avec une baisse dans le niveau de récolte, un peu comme ce que j'ai présenté, la situation actuelle, on a une possibilité forestière, on va la récolter, puis quand ça baisse, ben, on baisse notre niveau de récolte, puis tout ça. Donc ça, c'est un risque important qu'on court. Si on est prêt à vivre avec, puis je dis on, qui prend la décision, je ne sais pas trop, mais l'industrie, le gouvernement, les gens qui sont présents sur le territoire, etc., peut-être qu'un fonds de réserve n'est pas nécessaire. Si on a des gens qui sont vraiment allergiques, là, qui veulent absolument garantir un approvisionnement à long terme, qui sont prêts à baisser le niveau de récolte pour le faire, ben, c'est la voie à suivre. Mais il n'y a pas de. Moi, je ne pense pas qu'il y a un chiffre qu'on peut obtenir à travers la modélisation, par exemple, tu sais, que le bureau du forestier en chef pourrait calculer dans son coin et dire tel endroit, c'est 15%, tel endroit, c'est 20%. On peut le faire, mais ça va toujours rester un peu subjectif, en lien avec notre tolérance au risque. Merci pour votre question et votre réponse. Alison Monson a une question. Allez-y, Alison. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Bonjour Mathieu, merci Salut. beaucoup.
On a eu beaucoup de superficies qui ont brûlé en 2023. Est-ce qu'on n'aurait pas, avec toute cette information sur l'intensité et autres des feux, une façon de voir comment le pourcentage de feuillus pourrait freiner ou non le feu? C'est pas déjà une banque de données énorme pour tester cette hypothèse? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, c'est un drame, ces feux-là, mais en termes de recherche, c'est une opportunité fantastique. Dans le sens où au Québec, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des feux d'aussi grande envergure, incluant des portions du feu où il n'y a probablement pas eu énormément d'effets de protection. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Les avions ne peuvent plus tout couvrir tout le territoire, là. Et les Les feux étaient coupes trop intenses aussi, de là, toute les façon. coupes qui ont brûlé, il y a Ouais. plein de... Coupe en dessous, Ouais, plantation, toutes sortes de choses. ouais, Donc, tu sais, c'est une mine d'informations. Moi, ouais. j'ai Frédéric Brunet qui fait un doctorat avec moi qui travaille déjà là-dessus. OK, OK. Tu sais, il y a d'autres étudiants sans doute ailleurs là, qui regardent ces éléments-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un bon exemple, là. Donc, quand ces choses-là surviennent, moi, je pense que euh, plus qu'on peut aller récolter. Ce qui est intéressant aussi avec ces feux-là, évidemment, c'est qu'on a une donnée quand même très précise avant feu. OK? Oui, Donc, on est capable de voir ce qui se passe. Ce qu'on n'avait pas, ce qu'on n'a pas partout, là, puis c'est un peu le non. problème avec nos données des fois au Québec, c'est qu'on n'a pas précisément ce qui était présent avant le feu. Ben là, on a du lidar, on a toutes sortes de choses qui avaient été prises avant le feu. Donc, oui, moi, je pense qu'on va beaucoup apprendre là, à travers ça. OK. J'espère qu'on a assez de monde pour travailler là-dessus. Ouais, OK, des merci. étudiants. Oui, Merci à vous deux. On a une autre question orale de Guy Lessard. Allez-y, Guy. Bonjour, merci beaucoup Mathieu, puis merci pour ta sagesse. Moi, c'était un petit commentaire. Quand on a travaillé pour la commission Coulomb, on avait entre autres fait des simulations. Et ce qui est toujours intéressant avec les perturbations, dépendamment où ça passe, etc., c'est que le lien avec la possibilité n'est pas direct. Alors, s'il y a une grosse perturbation, on avait fait des simulations dans lesquelles ça faisait monter la possibilité forestière de 5 et dans certains cas, ça faisait baisser jusqu'à 30 la possibilité forestière. Ça dépend où ça s'attaque et puis quelle proportion de classe d'âge qu'on crée avec ça. Fait que ça, c'est un élément important. Il n'y a pas toujours un effet direct entre grosses perturbations et possibilités forestières. Oui, c'est sûr. La possibilité, c'est une dynamique. À un moment donné, il faut s'habituer à ça, là. C'est une façon de réfléchir un petit peu particulière, mais ça pourrait arriver, par exemple, un feu survient sur un territoire, sur des peuplements dont l'âge de maturité était de 90 ans, puis on met des strates de retour qui se régénèrent naturellement, par exemple, puis qui atteindraient une maturité à 60 ans. Donc, ça se pourrait là, qu'on ait un effet positif associé au feu dans certains cas, pour toutes sortes de raisons techniques comme celle-là. Là. Il faut faire attention un peu avec ces choses-là, par contre. Oui. Merci. On a une question orale de Sébastien Leduc. Est-ce possible actuellement de modéliser les cycles de feu en fonction de la proportion de feuillus sur le territoire? Exemple, une unité d'aménagement comprenant 10% de couvert de feuillus que l'on augmente à 30%. Quel serait l'impact sur le cycle de feu? Oui. Comme moi, dans le modèle que j'ai présenté, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais on fait ça. C'est donc, il y a comme un lien là, entre la proportion de feuillus, entre la présence de peuplement feuillu puis la propagation des feux, puis la proportion de peuplement feuillu puis le cycle de feu. Donc, c'est comme, par exemple, un territoire, certains territoires, même si la météo va devenir de plus en plus favorable pour des feux extrêmes, ben, en même temps, le climat devient favorable pour l'enfeuillement du territoire. Puis ça se peut que même si les indices augmentent, ben, ultimement, à cause de l'augmentation du feuillu, la récurrence de feu baisse. OK. Donc, tu sais, on a certaines fonctions dans nos modélisations qui nous permettent de tenir compte de cet effet. Le problème, un peu comme Alison disait,
c'est qu'on a beaucoup de difficultés à calibrer ces éléments-là. On met des paramètres, puis tout ça, on assume, on sait que le feuillu a un effet. Donc, on va comme, il faut mettre un chiffre. Là, donc, on va dire, ben, tu sais, au-delà de, par exemple, telle proportion de feuillus, ça va avoir tel effet sur le régime de feu, mais souvent, on manque de données un petit peu pour calibrer ça précisément. C'est pour ça vraiment, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Puis c'est pour ça aussi que les feux de 2023 au Québec vont être vraiment intéressants pour ça, parce qu'on va probablement être capable de raffiner un peu nos modèles. Puis pour rappeler aussi, oui, il y a des études ailleurs au Canada. Il y en a eu des grands feux ailleurs au Canada où il y avait du feuillu puis tout ça, puis on était capable de regarder la question. Par contre, les types de forêts qu'on a au Québec sont un petit peu différents. Les conditions météo, le paysage, la topographie est différente, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir ces événements-là au Québec pour être capable vraiment de développer des fonctions qui vont probablement nous aider à être plus précis là, dans nos résultats. Merci Mathieu. Est-ce qu'on a des questions orales? Je rappelle que pour vous poser votre question verbalement, vous aurez qu'à appuyer sur l'icône main levée à droite de votre nom. Oui, Jean-François. Oui, merci. Merci pour la présentation. Moi, j'entends tout ça, puis je repense aussi à l'exercice qui a été fait avec le forestier en chef il y a une couple d'années. Donc, il y a eu une réflexion avec le territoire pilote du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je n'ai pas entendu parler d'insectes, puis je pense que c'est important aussi dans la modélisation. Je comprends que tu ne peux pas tout simuler en même temps, mais la valeur d'une modélisation, si on nommait un paramètre important comme les épidémies de tordeuses, je voudrais que tu nous en glisses un mot, puis peut-être en même temps aussi ce que tu sais par rapport à l'arrivée éventuelle du dendroctone du pin là, qui a ravagé dans l'ouest puis qui est en route vers l'est, va arriver ici éventuellement. Donc, si on veut se protéger de nouvelles, si on veut régénérer la forêt, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on prévoit si éventuellement c'est des insectes qui s'occupent de ravager cette forêt-là, on est encore devant un élément là, de doute. Je veux t'entendre un petit peu là-dessus par rapport là, aux insectes puis aux modélisations. Oui, évidemment, moi, la tordeuse, j'ai ça en tête, c'est mon doctorat, puis j'ai plus en fait, je suis davantage travaillé sur les effets de la tordeuse que sur les effets du feu, là, personnellement. C'est plus oui, c'est très important. Puis c'est difficile aussi. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est un modèle qui a dans lequel toutes les grandes composantes sont présentes, parce que quand il en manque une, ben, automatiquement, on est comme biaisé, puis ça limite un petit peu l'application des résultats. Le problème, c'est que surtout nous autres, quand on développe un modèle comme ça, ben, faut vraiment y aller morceau par morceau. Puis s'assurer que chaque morceau fonctionne bien. Idéalement, l'associer à une publication scientifique pour tout attacher. Donc là, il y a un premier morceau qui était beaucoup, moi, dans le contexte du modèle dont on parle. La composition forestière, le modèle de façon générale, on a beaucoup travaillé sur les feux par la suite. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'intégration de fonctions en lien avec le carbone. OK, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qu'on. Puis, pour le faire comme il faut, ça prend des années. Puis la tordeuse, c'est le prochain bout. Donc, c'est sûr que moi, j'ai une étudiante en co-direction avec Élise Flotas, Ringe, qui travaille là-dessus, puis qui devrait éventuellement travailler là-dessus. Devrait assez rapidement avoir quelque chose pour la tordeuse. Le dendroctone, ben oui, c'est le genre d'outil, puis pas spécifiquement juste mon modèle, mais des modèles de ce genre-là pour essayer d'anticiper un peu ce qui s'en vient. Là. Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose de faisable. Dans le cas du dendroctone, ben, c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait prendre aussi des espèces invasives qui arrivent plus du sud, là, mais c'est possible, mais c'est très difficile de tout faire en même temps. C'est un peu ça où je veux en venir. Il faut comme vraiment y aller morceau par morceau plutôt que d'essayer de tout faire en même temps. Puis là, on a une genre de bouillie, puis on n'est pas trop capable d'expliquer qu'est-ce qui explique quoi, là. Puis pour moi, c'est pas quelque chose qui est vraiment satisfaisant quand tu arrives après ça pour essayer d'intégrer ça dans une planification forestière. C'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe pour apporter des mesures d'aménagement dont on sait qu'elles vont être efficaces. Donc, il faut y aller graduellement.
Si je peux me permettre une question secondaire là, si tu avais demain matin à faire une recommandation, on veut adapter la foresterie de demain ou la sylviculture au changement climatique. Les coupes forestières sont de plus en plus loin au nord. Dans le fond, c'est dans ces territoires-là qu'on peut aujourd'hui influencer, intervenir, soit qu'on laisse la régénération naturelle ou qu'on travaille à essayer de changer la recette, mais éventuellement, c'est quand on va être, tu l'as mentionné, les plantations ou l'aménagement intensif, c'est plus propice à être fait là, en forêt privée ou proche des grands centres, là où il y a plus d'accès, puis où ça coûtera moins cher d'aller chercher le bois éventuellement. Mais là, on est comme coincé dans une dynamique où on voudrait agir sur la forêt, essayer d'influencer la forêt de demain, mais on est loin en général là, des usines, on est plus loin au nord, puis on est dans des sites, comme tu le mentionnes, qui sont peut-être plus à la merci des feux. Fait que c'est quoi ta recette là, ou tes recommandations générales par rapport à l'adaptation qui peut être faite au changement climatique? Oh mon Dieu, bonne question. Quand on parle de plan, la seule chose que je vais peut-être mentionner personnellement, c'est que je pense qu'il faut être prudent par rapport à la carte que j'ai montrée qui est en rouge là, avec l'épinette noire qui est condamnée. Là. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont très enthousiastes par rapport à ça, puis qui veulent remplacer une espèce par une autre, puis tout ça. J'aurais tendance, c'est pas du tout parce que je suis climato-sceptique, là, mais j'aurais vraiment tendance à dire qu'il faut être prudent par rapport à ça. On a des espèces qu'on connaît qui sont importantes à toutes sortes de niveaux sur le territoire. Le reboisement, c'est bien, mais en même temps, au Québec, on a beaucoup développé l'utilisation de la régénération naturelle. À un moment donné, c'était comme une de nos forces, puis c'est que ça peut être intéressant aussi en termes d'adaptation au changement climatique. C'est des forêts qui reviennent à travers la régénération naturelle, surtout dans le sud, sont très diversifiées. Donc, par défaut, on a peut-être des outils là, à travers ce qu'on utilise déjà là, qu'il faut être prudent avant de les laisser tomber complètement, moi, je pense. Il faut quand même se donner un petit peu de temps pour réfléchir comme il faut à ça. Ce qui se passe plus au nord, je ne sais pas. Ça, c'est même pas juste les changements climatiques. C'est des forêts qui se régénèrent très mal. OK. Donc là, pour moi, c'est peut-être même un problème éthique. Là. C'est qu'on arrive dans des territoires, on récolte. Même quand on plante, des fois, ça ne se régénère pas vraiment. Est-ce qu'on est vraiment encore dans un contexte de foresterie durable? Là? Donc, tu sais, il y a quand même des choses qui ont été mises en place avec le ministère. Il y a beaucoup de superficies qui ont été retirées du calcul, etc. Là. Mais ouais, ça, c'est peut-être l'autre chose que je mentionnerais. Maintenant, qu'est-ce que je ferais par rapport à l'adaptation au changement? C'est une question qui est vaste. Là. Moi, je prendrais quand même le temps d'y réfléchir comme il faut avant de partir en peur. Là. Parfait, merci. Merci beaucoup. Une question de Guy Lessard. Est-ce possible de dire quelques mots sur la forêt feuillue? En lien avec quoi? C'est ça, c'est ce que j'allais poser comme question aussi. Est-ce qu'il y a moyen de préciser en lien avec quoi, Guy? Ou En lien avec mon sujet. ouais. Les perturbations. Moi, l'impression que j'ai, ouais, perturbation, moi, l'impression que j'ai, c'est que je l'ai dit un petit peu en introduction, forêt feuillue, c'est différent un peu. Moi, je pense que la dynamique des espèces invasives, et peut-être ça, quand on regarde ça plus sous la perspective des changements globaux plutôt que juste des changements climatiques, dans la partie nord du territoire, l'effet changement climatique, perturbation est vraiment important. Quand on est plus au sud, ben là, on a des pathogènes, des insectes. On pense à la grille du frein, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. On a des espèces qui envahissent les sous-bois, le nerf brun, etc. Bon, ça commence, là, on le voit, mais qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans? C'est probablement beaucoup plus ça. Ben, plus, je ne sais pas, mais ces éléments-là vont être extrêmement importants. Donc,
la réflexion est différente en forêt feuillue par rapport à ça. C'est pour ça que j'en parle pas trop non plus. La réflexion pour les perturbations, pour moi, est beaucoup plus pertinente au nord. Au sud, c'est comme quelque chose de différent. Puis j'ai un peu moins d'expérience dans ces écosystèmes-là, un petit peu moins familier aussi. Très bien. On a une question de Marc-André Villard. Est-ce qu'il y a une place pour la protection du caribou forestier dans votre réflexion slash modélisation? Oui, mais c'est un peu la réponse que je faisais à M. Côté, là. Dans le fond, c'est difficile de tout faire en même temps. Il y a des limites, notamment associées au modèle de simulation. Donc, toute la question de l'aménagement, moi, personnellement, je le vois plus à travers de l'aménagement écosystémique, le caribou forestier. C'est comme un cas particulier, dans le fond. Donc, c'est l'idée de se garder une réserve de forêt mature ou vieille pour atteindre nos objectifs de conservation de biodiversité. Puis là, c'est en même temps, on a notre enjeu de maintien des approvisionnements où on parle peut-être de se garder un fonds de réserve, etc. Mais on a en même temps l'enjeu de conserver de la forêt mature, puis peut-être la forêt vieille, puis peut-être un buffer supplémentaire en prévision de l'effet des changements climatiques, dont on veut peut-être atténuer les impacts sur l'habitat du caribou forestier et des autres espèces associées à la forêt boréale, qui ne migreront pas nécessairement instantanément en fonction des changements climatiques, là. Donc, ces deux enjeux-là ont un impact plutôt additif à date de ce que je vois. Donc, la réserve forestière qu'on va utiliser potentiellement pour se prémunir des effets des changements climatiques sur les approvisionnements ne pourra pas servir en même temps pour le caribou parce qu'on veut aller la récolter, m'amener pour compenser l'effet des feux. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir, pour suivre le concept du fonds de réserve, là, 2 fonds de réserve. Un pour les espèces associées aux forêts mûres et vieilles, puis un autre pour maintenir les approvisionnements. OK? À date, c'est un petit peu comme ça que je le vois, là. On m'a demandé ma réflexion par rapport à ça. Comment ça s'intègre dans la modélisation? Ça serait probablement possible d'un calcul de possibilité forestière de le faire. Au niveau de la simulation, c'est plus compliqué ces éléments-là, là, surtout parce que c'est complexe en termes de mécanique au niveau de la modélisation de la récolte forestière. La question suivante de Dominique Barrette. Vous avez parlé d'une gestion de combustible autour des communautés et infrastructures. Quel est le type de peuplement forestier qui répond à cela? En général, puis là, je connais pas un sujet que je connais très bien. Là, je suis en interaction avec les gens un peu du ministère de l'Environnement qui travaillent là-dessus, là, avec les communautés concernées. Il y a un guide qui a été produit là, au gouvernement fédéral là, que je cite un peu dans la présentation, là, qui porte vraiment sur le sujet. Mais c'est un peu toujours la même chose, là, c'est vraiment le résineux. Là, donc, tout ce qui est peuplement résineux, particulièrement aux abords des habitations, des infrastructures, là, même très proches, là. Donc, le danger par rapport aux infrastructures, ça va beaucoup être ces éléments-là là, qu'il faut comme gérer en priorité, là. Maintenant, au-delà de ça, je ne suis vraiment pas un spécialiste de la question, là. Faudrait aller consulter le guide, là. Merci beaucoup. Donc, on a encore du temps pour 2 ou même 3 questions. Je rappelle que pour poser votre question verbalement, vous aurez à appuyer sur l'icône main levée à droite de votre nom. Sinon, vous pouvez poser la question par écrit en l'insérant dans la boîte de clavardage. J'avais une question qui est plus technique tout à l'heure par rapport aux enregistrements des colloques. Oui, les colloques sont enregistrés et ils vont être disponibles sur le site web des archives des colloques.
J'ai mis le lien au début de la présentation. Donc, il faut juste allouer à peu près 1 semaine à 10 jours pour que ça soit disponible. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Valérie, allez-y. Oui, ben, j'en profite vu qu'il n'y a pas de questions, mais avec une question peut-être un peu plus opinion, commentaire de ta part. Tu sais, je comprends ce que tu dis par rapport à prendre le temps de réfléchir à des bonnes manières de s'adapter au changement climatique et au feu, de simplement pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Il y a des choses qu'on a bien développées, puis des bonnes expériences qu'on a acquises aussi, mais à quel point, selon toi, la foresterie telle qu'on la connaît aujourd'hui est encore viable dans un contexte de changement climatique, dans un contexte d'espèces menacées? On parlait du caribou et de feux de forêt. Merci. Jusqu'à quel point la foresterie d'aujourd'hui est encore viable? Oui, telle qu'on l'a toujours connue. Ben, pas toujours, là, parce qu'elle a quand même beaucoup évolué, mais telle qu'on la connaît récemment. Oui. C'est sûr que oh mon Dieu, par où prendre ça? Je pense que il y a le problème pour moi est peut-être plus au niveau politique. En d'autres termes, tu sais, les systèmes, je pense qu'on est capable de mettre en place potentiellement les outils. Je pense que les gens qu'on forme dans les universités, puis ils sont compétents. Tu sais, je pense que, mais au Québec spécifiquement, puis je parle du cas du Québec, on a une foresterie qui est quand même assez politique. Là, tu sais, on a vu encore le premier ministre récemment là, qui va faire des annonces, puis il décide des choses, puis tu sais, c'est normal, là, c'est un peu comme ça que ça fonctionne un politicien, mais tu sais, après ça, quand tu essaies de faire une planification sur 50 ans, 100 ans, puis tout ça, puis que tu as ces éléments-là qui arrivent un petit peu tout le temps, puis qui viennent perturber, puis comme intervenir dans le... Tu sais, on nous demande de faire des consultations, on met en place des consultations, les gens perdent des semaines à aller jaser avec un peu tout le monde, puis après ça, quelqu'un prend une décision, puis hop, c'est fini, on passe à d'autres choses, tu sais, sans... Donc, tu sais, c'est peut-être, pour moi, c'est pas tant au niveau de la connaissance en écologie, puis des changements climatiques, puis tout ça. Je pense qu'on est quand même bien équipé, là. C'est plus au niveau de tout l'appareil, là, de la planification forestière, de l'aménagement forestier au Québec. Il faudrait peut-être qu'on ait un petit peu plus d'indépendance par rapport aux politiques. On ne veut pas sortir de la politique, parce que les politiciens sont nos représentants, ils ont leur mot à dire, mais à un moment donné, au niveau plus technique, il faudrait quand même laisser les professionnels faire leur travail. Donc, moi, je le vois plus au niveau organisationnel qu'au niveau des outils, de la connaissance, puis tout ça. Merci. Merci à vous deux. Donc, on a encore du temps pour une question, peut-être, une question orale ou écrite. Oui, Paul Saint-Laurent. On t'entend pas, Paul, si vous voulez poser une question. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ouais. Ah, excusez-moi. Oui, je disais donc, j'étais plutôt d'accord avec le dernier commentaire sur la question de l'indépendance, tout ça, des gens qui font la planification, puis de l'implication de la politique dans toutes sortes d'enjeux qui viennent de lobby ou qui sont des enjeux ponctuels, etc. Et qui viennent, dans le fond, perturber le travail de forestiers ou puis, vous disiez qu'il y a quand même beaucoup de connaissances. On a évolué beaucoup au niveau du régime forestier, puis ça va toujours continuer d'évoluer parce que la société est dans ce sens-là.
on évolue tout le temps. Je pense que effectivement, le commentaire il était bon. Je ferais peut-être un autre commentaire aussi. Tantôt, on a parlé de réserve forestière en cas de feu. Je dirais que c'est un enjeu qui n'est pas facile, selon moi, à mettre en place parce que on a dit que c'est aléatoire les feux, fait qu'on se prive souvent d'un enjeu, d'un apport économique important pendant des années parce qu'on met une réserve, puis hop, le bois va brûler pas à bonne place qu'on a prévu, tu sais. Fait que malheureusement, je pense qu'on est obligé de jouer ça un petit peu comme ça se présente, avec quand même un principe de précaution, peut-être qu'on n'a pas assez, mais je pense que c'est difficile la notion de réserve. Parce que peut-être qu'après-demain, on va fermer 3 usines parce qu'il y a un contexte politique qui fait en sorte que, puis là, on va se retrouver à avoir plein de réserves, faire des aires protégées, peu importe. Et je trouve que c'est difficile de synchroniser ce principe-là dans une dynamique économique, puis d'une dynamique aussi où on ne sait pas ce qui va arriver avec les changements climatiques, puis à quel endroit les feux vont. Malheureusement, mais ça crée des perturbations importantes dans nos sociétés, puis dans les communautés, mais fermer des usines aussi, ça le fait, puis là, on le décide. Fait que la politique n'est pas trop forte pour décider de fermer des usines, puis commencer à couper les approvisionnements. Fait que je pense qu'on va continuer dans cette dynamique-là d'établir la possibilité forestière au meilleur de notre connaissance. Peut-être qu'on n'a pas assez de principes de précaution parce que c'est vrai qu'on va chercher tous les mètres cubes, ça c'est toujours un débat, là. Mais c'est difficile de faire des réserves. C'est ce que je voulais dire, là, juste pour prévoir qu'on pourrait perdre des bois, là. Il y aura des opportunités, dans le fond. Merci, Paul. Je suis d'accord, c'est comme souvent en foresterie. En fait, quand on travaille en planification à long terme, malheureusement, il y a souvent des bonnes idées comme ça qui arrivent, puis quand tu essaies de les mettre en place, puis tu essaies de considérer tous les éléments, puis de regarder les effets à plus long terme. J'ai souvent l'impression que moi qui travaille plus sur le long terme, c'est toujours moi qui arrive avec les mauvaises nouvelles, de dire ouais, ben, c'est une belle idée, mais tu sais, en pratique, quand on essaie de tout considérer, je suis désolé, mais ça, c'est plus compliqué que c'est pas nécessairement une solution miracle non plus. Merci beaucoup, Mathieu. Une dernière question de TC. Bonjour, est-il possible de remonter au-delà de 1830 dans les modélisations? Parce qu'on part déjà d'une forêt exploitée par l'homme. En fait, ma question est, est-ce qu'il y avait moins de feux quand il y avait plus de forêts matures? Bonne question. Je ne suis pas nécessairement la bonne personne. C'est plus des gens justement comme Martin Girardin, puis tout ça, qui sont chercheurs au Service canadien des forêts, qui ont travaillé sur les cycles de feu beaucoup plus long terme, qui seraient probablement beaucoup plus en mesure de répondre à cette question-là. C'est sûr qu'il y a deux choses, il y a le climat puis il y a les combustibles. Souvent, le principal moteur, ça va être les facteurs climatiques. C'est pour ça que sur la côte nord, même si c'est des forêts qui sont extrêmement résineuses, il y a des endroits plus vers l'est où il y a très peu de feu, donc c'est pas le combustible qui est limitant dans ces cas-là, ça va beaucoup être le climat. Donc, c'est pas toujours lié, là, les combustibles et le cycle de feu là, pour un endroit donné. C'est tout ce que je pourrais répondre. Merci beaucoup. Ben, avec cette question et réponse, on arrive à la fin de ce colloque. Merci encore, Mathieu, pour cette excellente présentation. L'aménagement forestier dans un contexte de changement climatique, comment la recherche peut-elle contribuer? En terminant, j'aimerais vous remercier de votre participation et de votre intérêt au colloque du CFL. Et je vous donne rendez-vous le jeudi 3 avril avec le prochain colloque intitulé l'initiative Pinichiche Piasis, participation autochtone au suivi des oiseaux boréaux au Québec. Donc, ce colloque va être donné par Bruno Drolet, biologiste principal à Environnement et Changement climatique Canada. Je vous invite à surveiller notre fil de nouvelles sur la plateforme LinkedIn pour en savoir plus. Merci encore de votre participation. Bon après-midi et à bientôt. Merci.